Le jour où M. Mukwege va mettre son pied dans l'arène politique, ça pourrait, je suis convaincu que ça pourrait mal se passer pour lui. Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission qui parle essentiellement politique. Le plaisir pour nous est de recevoir M. Rémi Bakandoa. Avec lui, nous allons discuter des questions sécuritaires qui entrent beaucoup plus en vigueur avec l'entrée en œuvre de Jean-Pierre Bemba dans le gouvernement Sama 2, aussi Vital Kamerhe qui vient d'arriver, un gouvernement qui va pratiquement travailler pendant 9 mois. Mais que pouvons-nous attendre comme solution de ce gouvernement? Je crois que le détail, c'est tout de suite avec M. Rémi Bakandoa, avec qui nous allons directement dire bonjour. Bonjour, M. Messa. Merci de me recevoir. Merci beaucoup, M. Rémi, surtout d'avoir répondu à notre invitation. Comme je le disais tantôt, le remaniement a eu lieu. La première réunion du Conseil des ministres est déjà aussi eu lieu. Le président Tshisekedi a instruit. Mais que pouvons-nous attendre d'un gouvernement qui va travailler seulement pendant 9 mois? Je crois que ce gouvernement vient à point nommé. À point nommé, pourquoi? Parce que vous savez que nous avons des grands problèmes sécuritaires à l'est du pays. Il fallait quand même mettre tous les poids lourds de l'Union sacrée, en tout cas toutes les forces politiques qui sont proches du président Tshisekedi. Je crois qu'il était c'est de bonnes politiques que de voir tout ce monde autour du chef de l'État dans un gouvernement. Ça peut toujours être utile, mais sachez que vous allez vous rappeler, vous le savez sans doute, que à la fin de l'année dernière, lorsque le président de la République s'est adressé au Congrès pour donner son message sur l'état de la nation, il a clairement indiqué que l'année 2013 serait une année... 2023, pardon, sera une année purement et principalement électorale. Les questions que je viens d'évoquer pour l'Est vont rester vives parce que nous sommes quand même avec cette histoire de problèmes sécuritaires à l'Est depuis quand même une bonne trentaine d'années. Ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Je crois qu'il faut que ce gouvernement prenne le sens de ses responsabilités pour attaquer non seulement les questions liées à l'élection présidentielle et les autres élections au cours de l'année. Aujourd'hui probable parce que le président Tshisekedi l'a rappelé au président Macron que vu la situation sécuritaire à l'est de la RDC, probablement les élections risquent de ne pas se tenir dans le délai. Je pense que le président a été plus ou moins clair sur, il disait qu'il y avait des risques que les élections ne se passent pas dans les meilleures conditions possibles et que effectivement, si les troubles qu'il y a à l'est continue à gagner du terrain, il est même possible que ça compromette un tout petit peu l'élection. Alors, un glissement serait envisageable, à votre avis? Un glissement ne serait pas le bienvenu, à mon avis, pour 2023, pour plus d'une raison. La principale raison, c'est que vous savez que nous sommes quand même un pays démocratique, ou en tout cas relativement démocratique, où les oppositions existent, où il y a quand même une certaine vie politique. Les forces qui sont dans l'opposition aujourd'hui, je pense qu'elles vont trouver une occasion pour continuer à faire de la politique, alors que nous avons des problèmes sécuritaires à l'Est. Donc je pense qu'il faut quand même essayer de faire des élections les meilleures possibles au cours de cette année 2029 dans les délais légaux, pour pas que nous ayons en même temps et des problèmes sécuritaires, tous les défis sécuritaires et des défenses que nous avons à l'Est, et en même temps des problèmes politiques. Parce qu'il voit qu'est-ce que nous allons nous mettre devant quelle situation. Est-ce qu'il faudra encore faire des conciliabules pour pouvoir faire une espèce de gouvernement d'union nationale? Ça conduit à tellement de problèmes que mieux vaut faire les élections, quitte à voir, M. Messa. Il faut qu'on se rappelle qu'on n'a pas toujours fait les élections avec le pays totalement libéré. Les élections de 2006, quand on les a faites, il y avait quand même des choses qui se passaient à l'Est. Les élections de 2011, il y avait des choses qui se passaient à l'Est. En 2018, nous n'avons même pas pu organiser des élections, je pense, à Béni. Donc, l'histoire faut continuer. Je pense qu'il faut continuer à fonctionner comme un pays démocratique, donner à la population la possibilité. De l'Est nous reproche toujours parce que Kinshasa ne s'occupe pas de problème de l'Est. Je pense que c'est une bonne chose que nous ayons des élections pour le bien des gens de l'Est aussi. Alors, M. Rémi Bakandoa, comme vous croyez aux élections dans le délai constitutionnel, pensez-vous que M. Jean-Pierre Bemba peut-il être l'homme de la situation au regard de la situation sécuritaire aujourd'hui inquiétante à travers le territoire national? On va se rappeler le conflit intercommunautaire des Kwamutu qui marche en plein. Le président Bosso l'a décrit hier
à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le pays est presque incontrôlé, si vous me permettez le terme. Est-ce que Bemba peut apporter un plus-value? Monsieur Messa, le pays est sous contrôle dans la plus grande majorité de son territoire. C'est vrai qu'il y a des problèmes qui se posent effectivement. Il a occupé depuis près de 200 jours. Il a été occupé encore plus longtemps à l'époque de M. Kabila. N'oubliez pas ça. Donc, même à cette époque-là, il y a eu même occupation de Goma. Ça ne nous a pas empêché de continuer à fonctionner comme un État normal. Il faut que nous ayons le courage de dire les problèmes que nous avons, c'est des problèmes qui peuvent arriver. Et nous vivons ces problèmes depuis quand même un certain nombre d'années. Nous avons l'expérience des problèmes de ce genre qui se passe. Donc, il faut que nous restions assez, on va dire, principalement axés sur faire des élections dans les meilleures conditions possibles et dans les délais, et continuer à s'attaquer aux problèmes de l'Est, aux problèmes sécuritaires et des défis de défense que nous avons à l'Est du pays. Alors, vous croyez que Bemba peut renverser la situation? Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui a eu une expérience avec des questions sécuritaires et des questions de défense. Vous vous rappelez que M. Jean-Pierre Bemba avait lui-même dirigé une rébellion qui était quand même accompagnée par les Ougandais à cette époque. Mais aujourd'hui, il doit faire face à l'Ouganda ou encore au Rwanda. Est-ce qu'il va affronter la situation? Non, aujourd'hui, il n'est pas face à l'Ouganda. Aujourd'hui, il est à côté de l'Ouganda. Il chemine ensemble avec l'Ouganda. On sera certainement en face du Rwanda. Hypocrite, surtout l'Ouganda, s'il faut parler de lui. Parce il faut regarder la technique, ou si vous voulez, c'est que la façon dont le président Tshisekedi fonctionne. Il va aller avec le Rwanda, il est allé avec le Rwanda pendant un certain temps, cheminant dans un sens où nous pouvions faire la paix en passant par, on va dire, une coopération de voisins sur le plan économique, principalement. Parce que je voudrais quand même vous dire, vous savez, monsieur Messa, ce qui s'est passé, c'est que, notamment dans les pays qui ont connu des troubles encore plus importants que nous, après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui a permis aux Allemands, aux Français, etc., de parler ensemble, ce sont les pourparlers sur le plan économique. Et la coopération économique a fait que l'Europe aujourd'hui a pu se mettre ensemble et la guerre a été plus ou moins rendue inutile. Donc c'est ce que le président Tshisekedi a essayé de faire avec le Rwanda pour déterminer si le Rwanda était d'accord pour aller sur ce chemin-là et faire la paix en misant sur des questions purement économiques. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, toute la terre sait que le M23 est soutenu par le Rwanda. Donc, il faut que... C'est justement ça la question. Je sais que les gens voudraient bien qu'on se rentre dedans, on fasse une guerre, les troupes étrangères qui sont arrivées aujourd'hui au Congo fassent la guerre au M23, etc. Parce que le Rwanda, qui supporte le M23, est membre de l'EAC. Je voudrais quand même vous rappeler ici que la RDC n'est rentrée dans l'EAC qu'il y a à peine une année. À peine une année, c'était en mars 2022. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes allés dans une organisation où le Rwanda était déjà membre. Je ne crois pas Je ne crois pas que les personnes qui sont aujourd'hui dans l'EAC ont envie de faire la guerre au Rwanda. Sauf si vraiment nous arrivons à une situation où ce n'est plus possible de faire autrement que de se dédire. C'est-à-dire que s'ils nous ont décidé que si le M23 ne se soumet pas, on va leur faire la guerre. Et là, depuis janvier, on voit bien que le M23 ne se soumet pas. Ils seront obligés soit de faire la guerre au M23, soit de rentrer chez eux, naturellement. Donc, vous parlez de la SADC avec raison, mais la SADC, n'oubliez pas que la SADC n'est intervenue en RDC qu'aux alentours de 2012-2013, mais la guerre à l'est du pays avait commencé depuis bien longtemps. Et les gens de la SADC qui sont venus intervenir ici s'appellent un certain nombre de pays, l'Afrique du Sud, le Malawi et je pense la Tanzanie, c'est que 3 pays qui sont intervenus. Mais aujourd'hui, ce que nous avons de mieux par rapport à l'époque, l'épisode de 2013, c'est que toute la Terre, tous les pays normaux, y compris ceux qui se cachent un peu derrière, ont admis l'implication du Rwanda dans ce conflit. Donc nous avons déjà quelque chose. Maintenant, si ça ne marche pas, effectivement, avec l'EAC, si on arrive à la conclusion que l'EAC n'a aucune envie de faire la guerre... Ça vous inspire confiance, cette communauté de l'EAC, au regard surtout de tous les discours qu'ils prononcent, qui vont paradoxalement, avec le discours de Kinshasa, Kinshasa attendait une force sur terrain qui peut combattre le 1-23, mais toutes les déclarations de l'EAC vont dans le sens pacifiste. Est-ce que elle vous inspire confiance cette Monsieur Messa, essayons de nous souvenir aussi que l'EAC... a écrit un texte. Il y a des textes qui sont écrits.
que l'on peut vérifier. Le 22 novembre 2023, ce sont les chefs d'État au plus haut niveau qui ont fait le mini-sommet de Luanda. C'est clairement indiqué que si le M23 ne se soumet pas, les forces armées de la force régionale vont faire la guerre et repousser et soumettre le M23. C'est écrit. Maintenant, je vois bien qu'il y a des chefs d'État qui viennent de temps en temps avec des déclarations un tout petit peu teintées d'hypocrisie. Ben, je pense qu'on va les mettre aussi devant le fait accompli. Savez-vous pourquoi le M23 boycotte les cessez-le-feu plusieurs fois déclaré d'ailleurs? Ils ont eux-mêmes d'ailleurs écrit de communiqué pour dire que nous allons retirer tel jour, telle date, patati patata. Mais jusqu'aujourd'hui, ils sont encore très actifs. Je vous rappelle, l'histoire se répète. En 2012-2013, le M23 n'a pas reculé, il est allé jusqu'à Goma. Il a fallu combattre le M23 par les armes pour qu'il parte. Je ne vois pas pour quelle raison, cette fois, il se comporterait différemment. Je voudrais quand même vous rappeler que quand vous avez une milice ou en tout cas un groupe militaire qui fait la guerre, il y a beaucoup on va dire, des coûts qu'il faut supporter, y compris en termes de perte de vies humaines dans leur propre rang. Tous les efforts qui sont faits, il faut bien que quelque part, ils aient un retour. C'est pas par pur hasard que le M23 demande qu'il y ait une espèce de dialogue direct avec le gouvernement. C'est pour se donner une image d'un groupe qui n'est pas simplement un groupe militaire. Donc, il faut bien faire attention à ce qui est en train de se passer. Le M23 voudrait pouvoir acquérir une certaine, on va dire, une posture d'un groupe plutôt politique, plutôt que de continuer dans cette guerre où toute la Terre, y compris les Nations Unies, ont dit clairement que le M23 n'est pas un groupe politique normal, c'est un groupe terroriste. Monsieur Rémi Bakandoa, pourquoi Kinshasa dialogue en catimini avec le M23? Vous allez vous rappeler la déclaration faite, je crois, il y a 1 ou 2 jours du président ougandais qui a étalé ses négociations que Kinshasa fait en catimini avec le M23. Pourquoi dialoguer en catimini? Parfois, dans la bouche des journalistes, on a cette impression que malgré tout ce que vous savez sur comment fonctionnent les nations, vous essayez quand même de faire en sorte qu'au Congo, ça soit différent. Mon cher frère, pendant la Deuxième Guerre mondiale, y compris pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands et les Français, les Anglais et les Américains ont continué à bavarder. Bavarder n'a jamais été une mauvaise chose. Nous vivons en ce moment précis une guerre depuis une année en Ukraine. Les Ukrainiens et les Russes continuent à bavarder. Pas forcément sous les projecteurs des caméras. C'est comme ça la vie. C'est-à-dire que pendant que vous vous battez sur le terrain, en fonction des rapports de force, vous devez continuer à parler pour voir s'il n'est plus possible de gagner certaines batailles sans devoir le faire sur le champ de bataille. Donc je pense que c'est juste une question de tactique politique. C'est vieux comme le monde. Tout le monde qui fait la guerre, tout le monde qui a des problèmes de sécurité, essaie dans la mesure du possible de les résoudre sans forcément tirer la première balle. Donc, je crois que c'est tout à fait normal. En catimini, c'est pas le mot. En fait, la politique, la diplomatie, vous savez que dans cette affaire de l'Est, il y a beaucoup de pays qui sont impliqués. En dehors des pays de l'Est, de l'EAC, vous savez que les pays de l'Afrique centrale, les pays de la SADC, l'OUA elle-même, l'ONU elle-même, tout le monde est un tout petit peu préoccupé par ce qui se passe en RDC et donc tout le monde n'est pas forcément va en guerre. Il y en a qui continuent quand même à discuter, mais sur le terrain, il faut que le rapport de force continue à être, on va dire, déséquilibré en faveur de la RDC. Voilà, très chers téléspectateurs, nous continuons avec notre émission. Comme je vous avais dit tantôt, nous allons parler des questions sécuritaires et économiques. Je crois qu'on va un peu poursuivre avec les questions sécuritaires avant de parler économie avec l'entrée de Vital Kamerhe. Alors, M. Rémi Bakandoa, pourquoi, selon vous, le président Tshisekedi a attendu presque à la fin de son mandat pour faire appel à Bemba, Moussana Moussi, Vital Kamerhe, alors qu'ils ont adhéré à l'Union sacrée, ça fait longtemps. Et si le président savait qu'ils étaient des hommes de la situation, pourquoi ne pas avoir choisi les intégrer dans le gouvernement depuis longtemps qu'attendre à la fin de son mandat? N'est-ce pas, à mon avis, on peut parler de calculs politiques. Je pense que les calculs politiques ont eu lieu depuis que M. Bemba, avec son groupe, avec son parti, le MLC, a adhéré à l'Union sacrée. Il faut que vous sachiez que le gouvernement Sama a connu Madame Bazaïba était dans le gouvernement, c'est le MLC.
Les personnalités importantes de l'UNC sont au gouvernement depuis le début de M. Tshisekedi. Donc, c'est vrai que quand vous mettez maintenant les leaders dans le gouvernement, ça peut donner un poids un peu plus important, mais le MLC, l'UNC, etc., étaient déjà au gouvernement. Ce qui est vrai, c'est que quand vous avez des poids lourds comme ça qui rentrent en ligne de compte, c'est principalement parce que nous sommes dans une année spéciale qui est une année électorale. M. Mbemba représente ce que vous savez dans l'Équateur et ici à Kinshasa. Vous savez le poids qu'a M. Kamere à l'est du pays notamment, et même un peu ici à Kinshasa. Devrais-je vous rappeler que M. Kamere, en 2011, était le troisième zouave qui était dans l'équipe de trois, le trio de tête, c'est-à-dire M. Kabila a été proclamé président de la République ayant gagné les élections, M. Tshisekedi, Étienne était deuxième, et c'est M. Kamere qui était troisième à l'époque, hein, bien devant des grands classiques comme M. Kenno, etc. Donc vous avez affaire à des hommes qui pèsent dans leur milieu, dans leur fief respectif. Il est de bon ton de les avoir au gouvernement parce qu'ils vont effectivement aider énormément en tant que personne, au-delà de leur groupement politique. En tant que personne, ils vont effectivement aider à faire avancer les choses dans le sens de gagner les élections de 2028. M. Bakandoa, à vous entendre parler, c'est comme si le président Tshisekedi était en train d'étouffer, permettez-moi le terme, en train d'étouffer les intentions présidentielles de Jean-Pierre Bemba et de Vital Kamerhe. Parce qu'on doit se le dire, ils sont aussi, bien qu'ils ne soient pas encore prononcés officiellement comme plutôt Moïse Katumbi ou encore Fayoulou, mais on peut quand même sentir en eux cette envie-là de postuler à la magistrature suprême, les intégrer dans un gouvernement, une façon peut-être de taire ces envies-là, selon. Non, je crois que c'est des adultes, hein, il ne faut pas s'y tromper. Hein. Bemba et M. Kamere, ainsi que le président Tshisekedi, c'est des vieux loups de la politique. Ils savent bien ce qu'ils sont en train de faire. Je ne vois pas M. Bemba se proclamer candidat à l'élection présidentielle dans ces conditions-là. Je ne vois pas non plus Vital Kamerhe le faire. Je voudrais quand même vous rappeler les accords de cash, vous l'avez alors rejeté dans ce sens. Parce que le cash disait qu'il devait soutenir Vital Kamerhe dans la prochaine législature. Je pense que c'est des notoriétés publiques aujourd'hui que Vital Kamerhe veut soutenir M. Tshisekedi pour qu'il rempile. De toute façon, il avait son image avec le procès 100 jours, si vous permettez. Je pense qu'il a été gracié, il a été acquitté purement et simplement. On peut considérer que M. Kamerhe a été lavé. Sinon, il ne serait même pas au gouvernement, vous savez. Alors, M. Bemba, parce que vous avez également parlé de lui, vous savez aussi que M. Bemba n'a pas pu participer aux élections de 2018, simplement parce que M. Bemba a été condamné à une peine pour subornation des témoins. Et selon la loi électorale telle qu'elle est à ce jour, M. Bemba ne peut plus se représenter. Je pense que ceci n'a pas été levé par la nouvelle loi. Et donc, je ne vois pas ces deux personnes essayer d'être présidents eux-mêmes. Quelle chance ils vont se donner si chacun va dans son coin? Est-ce qu'ils sont certains de pouvoir battre M. Tshisekedi aux élections futures? Je pense qu'ils ont réfléchi à tout ça. Au jour d'aujourd'hui, ils vont aller dans le même sens que le président. Alors, à vous entendre parler, on peut à ce jour dire que Moussa Namoussi, Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba est une bombe électorale contre les opposants qui aussi risquent, n'est-ce pas, d'aller en coalition à un moment donné. Évidemment, bien sûr qu'évidemment, à l'Équateur, il faudra probablement être devin, il faudra probablement être magicien pour essayer de battre M. Bemba à l'Équateur. Il faudra beaucoup pour battre M. Kamerhe au nord, à l'est du pays. Donc, M. Mboussa, vous savez qu'il a quelques entrées à l'est aussi, notamment dans ce mouvement de rébellion, etc. M. Namoussi, c'est une notabilité de la place à l'est du pays. Donc, effectivement, ça va compter. Maintenant, parce que vous parlez de l'opposition, vous vous rendez bien compte qu'à l'opposition, c'est un tout petit peu la catastrophe à l'heure qu'il est. Absolument, parce que jusque-là, on ne sait pas encore dire si aujourd'hui, n'est-ce pas, même s'il y a coalition qui vont aligner Joseph Kabila, est-ce qu'il faut Fayoulou, il faut Kamé, il faut plutôt Moïse Katumbi. Donc jusque-là, côté opposition, on ne sait pas encore cette organisation en termes des élections. Peut-être qu'ils vont nous surprendre comme Kabila l'a fait avec son dauphin. Je pense que nous avons maintenant assez de recul par rapport à l'organisation de l'opposition pour faire face à l'homme qui est au pouvoir.
On a déjà eu cette problématique en 2006, on a eu cette problématique en 2011, on a eu la même problématique avec tous les, tous les dégâts que l'on sait en 2018. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai cette impression, sauf si l'opposition nous surprend, on aura probablement encore des gros problèmes pour avoir l'opposition parler le même langage pour faire face au président Tshisekedi sortant. Donc, je pense vraiment que j'ai du mal à voir M. Katumbi, M. Fayoulou et éventuellement quelqu'un qui viendrait du camp de M. Kabila faire front ensemble et pouvoir sortir un candidat unique face à Tshisekedi. Je doute fort que cela puisse arriver. Et je vous mets à défi. Je pense que vous allez m'inviter pour une émission tout de suite après les élections ou tout de suite avant les élections, lorsque nous allons voir la façon dont l'opposition va s'organiser. Je suis convaincu à 100% qu'ils ne pourront pas se mettre ensemble. Ne pensez-vous pas peut-être comme moi qu'ils peuvent tous se réunir derrière Denis Mukwege, qui jusque-là ne s'est pas prononcé, mais la société civile, il y a des organisations qui appellent à ce que Mukwege postule. Alors, tous ces candidats-là, ne peuvent-ils pas peut-être s'aligner derrière Mukwege? Vous savez, Mukwege, prix Nobel de la paix, c'est une icône nationale. C'est quelqu'un quand même qui, dans tous les états-majors, y compris les états-majors politiques, il mérite un certain respect, etc. En tout cas, aussi longtemps qu'il reste un homme de la société civile, un homme qui peut parler avec tout le monde, un homme qui a l'aura qu'il a pu acquérir, notamment jusqu'à devenir même notre premier prix Nobel de la paix, aussi prix Nobel tout court. Je pense que M. Mukwege, franchement, de ma part, il ferait bien de rester dans son rôle d'une espèce d'arbitre pour voir les hommes politiques autour de lui parler de la nation et de l'avenir du pays. Le jour où M. Mukwege va mettre son pied dans l'arène politique, ça pourrait, je suis convaincu que ça pourrait mal se passer pour lui. C'est-à-dire que les hommes politiques ne mettent pas de gants. Quand il s'agit d'arriver au pouvoir, ils mettent plus les gants. Ils envoient les coups dans tous les sens. Regardez, nous avons d'autres personnalités morales qui sont dans ce pays, comme le défunt cardinal Monsengo, d'heureuse mémoire. Nous avons également aujourd'hui le cardinal Ambongo. Il a suffi qu'il y ait quelques petits dérapages dans le langage pour que tout d'un coup, la sommité que représente un cardinal soit réduite à sa plus simple expression. On commence à le traiter comme le premier quidam dans la rue. Donc je pense que nos autorités morales, parce que la plupart d'entre nous sommes catholiques, les catholiques revendiquent jusqu'à 40% de la population congolaise. Je pense qu'il faut qu'ils restent sur leur piédestal et ne rentrent pas dans l'arène politique. Sinon, ça sera un tout petit peu contre... ils vont marquer contre leur propre camp, à mon avis, parce que simplement, ils rentrent dans un circuit, dans un groupe où ils n'ont pas grand-chose à faire, où ils n'ont pas forcément les leviers qu'il faut pour faire de la politique. Je voudrais quand même rappeler que M. Mukwege, jusqu'à ce jour, n'a pas de parti politique. Le temps qu'il se crée un parti politique civil. Alors, si vous voulez aller comme civil, il faut bien que d'autres vous adoubent, n'est-ce pas? Il faut que ceux qui font la politique vous consacrent comme leur candidat. Il faut que ça soit comme ça. Je voudrais bien voir M. Fayoulou. Je voudrais bien voir M. Katumbi. Laissez le Dr Mukwege devant aller tous seuls aux élections et eux derrière. J'en doute quand même un tout petit peu. Alors, je crois qu'on va parler peut-être économie, parce que pratiquement nous sommes arrivés à la fin. Vous savez que l'économie de la RDC aujourd'hui est vraiment palpitante. Est-ce que le choix de Vital Kamerhe, un choix risqué pour le président Tshisekedi, ou encore une façon, je ne sais pas, peut-être de noyer son ancien Dirkaba parce qu'il sait que l'économie peut ou ne pas marcher? Bon, encore une fois, je crois qu'il ne faut pas essayer de donner au ministre de l'économie plus de poids que le poids d'un ministre de l'économie qui va travailler sur 9 mois dans un pays qui est en guerre, dans un pays où la principale production que nous avons, c'est la production minière, dans un pays où une partie du pays est prise par une rébellion armée. Je ne m'attends pas à voir l'économie congolaise dans les 9 mois qui viennent
bondir outre mesure. Simplement parce que quand vous avez un climat des affaires tel que nous l'avons aujourd'hui, les investisseurs ne vont pas se bousculer au portillon. Donc, ce que je peux dire qui est faisable peut-être à court terme, c'est que il faut essayer de minimiser tout ce qui est, on va dire, toute manipulation sur les agrégats économiques. Parce qu'il est possible que les politiciens, y compris ceux qui ont des moyens, essaient de manipuler un tout petit peu les agrégats de façon à mettre un tout petit peu le feu sur le prix des biens et services. Je crois que le ministère de l'économie devait s'appesantir sur des questions de la vie de tous les jours du Congolais, c'est-à-dire essayer de voir dans la mesure du possible à quel point on peut administrer, on peut gérer un tout petit peu les prix des produits de première nécessité. C'est ce qui doit être la priorité des Vital Kamerhe. Absolument. Il faut que le social continue. Parce qu'il ne faut pas avoir, je répète encore, il ne faut pas avoir plusieurs fronts à la fois. Il ne faut pas avoir un front politique d'un côté, un front sécuritaire et de défense d'un autre côté, puis un troisième front qui serait un front, on va dire, social. Il faut essayer dans la mesure du possible de gérer les prix, et les prix au Congo, comme vous savez, passent également par la gestion plus ou moins tatillonne des taux de change. Il faut que le taux de change soit géré de façon, et je pense que nous avons même les moyens de gérer ce taux. Si j'en tiens toutes les informations qui proviennent de la Banque centrale, nous avons des réserves suffisantes pour pouvoir garder notre monnaie quand même plus ou moins stable. Alors c'était ça aussi notre dernière question. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la dépréciation de notre monnaie s'est fait vraiment sentir. Alors, qu'est-ce que Vital Kamerhe peut faire pour essayer, n'est-ce pas, d'équilibrer que notre monnaie soit quand même, que ça puisse avoir un peu de valeur sur les marchés d'échange? En termes des attributions du ministre de l'économie, je crois que c'est des attributions parcellaires par rapport à tout ce qui concerne des questions, on va dire, de la vie de tous les jours, des questions sociales, etc. Le ministre de l'économie joue un certain rôle, notamment sur la production. Vous savez que la loi veut que ceux qui exportent des matières ou qui exportent quoi que ce soit à l'extérieur, qu'ils soient à même de rapatrier à un certain pourcentage les devises qu'ils ont gagnées du fait du marché international. Donc, je crois qu'il faut s'assurer que ce rapatriement des devises se fasse comme la loi le veut et qu'il n'y ait pas injection de trop d'argent, on va dire, des liquidités sur le marché sans qu'il y ait de contrepartie entre-temps. Parce que si du fait des élections, par exemple, les gens font comme d'habitude, ils essayent de prendre de l'argent en francs congolais quelque part pour pouvoir faire leur campagne, etc., y compris de l'argent qui n'est pas forcément tout propre, je crois on risque d'avoir des problèmes avec les équilibres sur le plan des prix, ainsi que sur le plan du marché d'échange. Donc, je crois que le ministre de l'économie devrait s'appesantir sur des questions de rapatriement des recettes d'exploitation, sur des questions de l'administration des prix des produits de première nécessité, ainsi que faire confiance. En tout cas, travailler avec le ministre de l'économie, le ministre des Finances, le ministre des Budgets, les ministres qui sont dans le triumvirat qui traite des questions de conjoncture, pour que tous les équilibres soient maintenus de façon à ce que sur le plan social, il n'y ait pas trop de dérapage. Alors, M. Rémi Bakandoa, je crois que la dernière question, parce que nous allons chuter, qu'est-ce que maintenant les Congolais, en résumé, peuvent attendre de ce gouvernement en informant des élections? Deux choses. Il faut attendre que les élections se fassent dans les meilleures conditions possibles. Et je pense qu'ils vont y arriver. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Quitte à expérimenter encore une fois, malheureusement. Permettez que j'ajoute la guerre entre le président de la CENI et le ministre des Finances sur l'argent qu'il faut débourser pour le fonctionnement de la CENI jusque-là. Au moins, c'est transparent. Moi, je pense même que le fait qu'il y ait ces choses qui se disent comme ça sur la place publique, d'aucuns auraient peut-être voulu que ça ne se dise pas de cette façon pour deux personnes qui sont membres des institutions de l'État importantes. Tout ça ne devrait pas être ramené sur la place publique. Mais le fait de le faire, je pense que ça donne quand même une indication que c'est transparent, au moins. Donc j'espère que ces questions vont être réglées. Si j'en tiens ce que j'entends de la part de monsieur le ministre des Finances, l'argent arrivera. Les élections est là. L'argent pour les élections est là.
Il semble même que des portions qui ont été données jusque-là ne sont pas forcément déjà utilisées en entièreté. Donc, je n'ai pas de crainte sur ce plan. Nous avons décidé bien heureusement, depuis 2018, de faire les élections avec nos propres moyens, et c'est bien de continuer ainsi pour la souveraineté du pays. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Monsieur Rémy, je m'en vais vous dire merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Monsieur Messa. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Rémy. Très chers téléspectateurs, on se retrouve à la prochaine occasion avec le même plaisir, Inch'Allah.